à toutes et à tous. Campus Tour, le Tour de France des écoles du groupe Passerelle se poursuit. Troisième étape aujourd'hui en direct d'Evry. Nous sommes dans un amphithéâtre de Télécom École de Management. Et pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur cette école, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Aline Racinec-Salierno, qui est directrice du programme Grande École, et Antoine Gagné, qui est étudiant en première année du programme Grande École et lui-même issu du concours Passerelle. Donc bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cet amphithéâtre. Donc si vous êtes prêts, pour ne pas faire patienter plus longtemps les internautes, on va entrer dans le vif du sujet et prendre une première question. Donc ce sera celle de Tony. Tony qui vous demande quelle est la particularité de votre école et pourquoi ce nom de Télécom. Alors, la particularité de l'école par rapport à nos confrères autres écoles de management, c'est que Télécom est première chose, est une école socialement inclusive, c'est-à-dire que nous sommes une école publique qui appartient au groupe IMT, Institut Mines Télécom, avec 12 écoles d'ingénieurs, et nous sommes sous la tutelle du ministère en charge de l'industrie. Donc c'est vrai que du point de vue des frais de scolarité, nous proposons des frais relativement réduits et la gratuité pour tous les boursiers. C'est vraiment une chance que nous offrons à des étudiants qui peut-être par ailleurs n'auraient pas pu suivre d'école de management du fait du coût. Très bien. Vous voulez compléter peut-être ou on prend une deuxième question? Pour moi, oui, pour compléter, on pourrait dire aussi que du coup, on a cet avantage d'être avec les ingénieurs. Donc on a un campus on a une très grosse diversité d'étudiants. Et on est amené à travailler avec les ingénieurs sur des projets communs. Ce qui fait que c'est très intéressant parce qu'on a, sur chaque projet, on a deux visions différentes, la vision des managers et la vision des ingénieurs, excusez-moi. D'accord, donc un double regard, une double culture. Et donc c'est ça, on a vraiment une double culture sur le campus. Ce qui fait ensuite que nous avons des profils de diplômés extrêmement intéressants pour les entreprises parce que justement ouverts à cette double culture technique et managériale. Alors justement, vous parliez de la technique. On a une question d'Evryday qui voudrait savoir quel est précisément l'usage des nouvelles technologies au sein de l'école. Alors, est-ce qu'elles sont si présentes que ça? Écoutez, je vais laisser parler un étudiant qui le vit. Oui, alors du coup, ça se fait sous la forme des cours. On a beaucoup de cours qui vont être orientés vers les nouvelles technologies, où on va étudier par exemple des phénomènes comme... alors là, j'ai plus le nom, des phénomènes comme le... excusez-moi. Je cherche quelque chose de particulier en plus. Mais en gros, on va étudier les gros phénomènes actuels. Par exemple, on va étudier Facebook, le succès de Facebook, les clés de son succès. On va étudier Google. On va étudier l'usage des nouvelles technologies dans la société. On va étudier aussi, par exemple, l'usage des nouvelles technologies au sein de la communication. Et c'est vraiment là-dessus qu'on met les nouvelles technologies en avant dans l'école. Et c'est vraiment ultra intéressant parce que aujourd'hui, les nouvelles technologies, elles sont présentes partout. Et du coup, ça fait qu'on nos cours, ils sont directement en lien avec l'actualité. Par exemple, quand il y a quelque chose qui se passe de particulier dans l'actualité, on va l'étudier en cours directement. D'accord. Donc un côté très pratique, très concret. Voilà. Quoi. Et c'est vraiment très concret. D'accord. Alors, nouvelle question de Clarisse qui rebondit sur ce que vous avez dit. Aline, public, est-ce que ça veut dire que c'est gratuit? C'est gratuit pour tous les boursiers, quel que soit leur échelon. Ensuite, pour les étudiants non boursiers, les tarifs sont effectivement de l'ordre de 6 000 € par an. D'accord. Alors, question d'Emeric. Quel profil recherchez-vous le plus pour les entretiens oraux? Question que tout le monde se pose en ce moment. Alors les profils, comment vous dire, on n'est pas très différent de ce que sont nos collègues écoles de management. Si nous sommes dans le concours Passerelle, c'est que nous croyons à la diversité des parcours. Bien sûr, nous avons des étudiants qui viennent de classe prépa, mais les étudiants Passerelle forment la moitié de notre effectif en première année. Et c'est extrêmement intéressant, justement, ce mixage des différentes cultures, puisqu'on en est là, des différents parcours. Et c'est vrai que chacun y trouve finalement son positionnement. Et en première année, de toute façon, on repart à zéro dans les enseignements et tout le monde, en fait, s'enrichit mutuellement des connaissances acquises auparavant. Alors, on reste sur les profils que vous recherchez avec une question de Kevin. Bonjour. Les profils atypiques ont-ils leur chance d'intégrer TEM?
Qu'appelle-t-on profil atypique? C'est un peu la question. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un qui a fait des études précédemment, puis qui a changé d'avis? Je dis oui, bien sûr, on a tout à fait le droit de se réorienter quand on a 20 ans, ou même quand on a 18 ans, on n'a pas forcément tout de suite une idée claire de ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et je pense que les gens qui ont des expériences précédentes sont plus mûrs que les autres et savent pourquoi ils viennent. Donc bienvenue, oui. Plus que des profils atypiques, est-ce qu'il y a des profils typiques surtout chez Thème, ou est-ce que vous recherchez la diversité Non, il n'y a pas de profil typique. Voilà, tout le monde a sa place. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, question de Stacy maintenant, question très, très pratique. Combien de personnes composent le jury pendant l'oral? 3 personnes, quelqu'un de l'école, quelqu'un qui est diplômé et quelqu'un qui vient de l'entreprise, parfois 2, s'il y a effectivement une absence de dernier moment, mais c'est 3 personnes. 3 personnes, d'accord. Alors la question suivante nous vient de Twitter, c'est une question de Florent. Je n'ai pas fait d'espagnol depuis des années, comment m'en sortir à l'oral? Alors ça, Florent, je peux particulièrement y répondre, parce qu'en fait j'ai eu le même problème, c'est que quand je suis arrivé au concours Passerelle, j'avais un niveau d'espagnol qui était assez bas. Alors pour le concours, il va falloir quand même bachoter pour pouvoir réussir à tenir une discussion. Donc là, il y a des trucs qu'on trouve sur Internet qui vont nous permettre de tenir une discussion. Mais après, il ne faut surtout pas s'inquiéter parce que quand on arrive dans l'école, on peut reprendre à zéro ou on peut même changer de langue. Donc au final, ce n'est pas vraiment un problème. Et en plus, tous les étudiants qui viennent de fac, pour la plupart, ils n'ont pas fait d'espagnol ou ils ont arrêté la LV2. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants du concours Passerelle qui sont dans le même cas. Donc ce ne sera pas le seul. S'il bachote un petit peu et s'il arrive à trouver quelques trucs pour tenir une discussion, il y a zéro problème. Et en ce qui concerne le concours, c'est vrai que le coefficient de la langue vivante 2 est relativement bas pour justement ne pas pénaliser les gens qui n'ont pas fait de langue vivante 2 depuis longtemps. Et on peut tout à fait se rattraper avec une bonne note à l'entretien de motivation. D'accord, donc un mauvais niveau en LV2 n'est pas rédhibitoire. Non, puisqu'on propose la possibilité de recommencer à zéro. Oui, il faut juste bachoter un petit peu. C'est ça, voilà, il faut juste pour le jour J. Et puis ça passe. Alors qu'attendez-vous des étudiants lors de l'entretien de motivation? C'est Mehdi qui vous demande ça. Alors ce qu'on attend des étudiants, c'est tout simplement qu'ils soient le plus naturels possible. Beaucoup d'étudiants pensent que c'est absolument indispensable, notamment des passerelles 1 qui arrivent d'un bac+2, pensent qu'il faut avoir un projet professionnel extrêmement abouti et donc nous font une jolie histoire qui finalement n'est pas la leur. Et ça peut être complètement contre-productif. Donc moi, je demande plus qu'un projet professionnel béton, parce qu'après tout, ils ont 3 ans pour faire leur projet professionnel. On les aide. Ils ont à l'école une multitude de choix de cours, des opportunités de stage, de challenge, etc. Enfin bon, plein de choses qui leur permettent de voir un peu là où ils seront plus à l'aise, donc ça c'est certain. Par contre, j'ai envie moi de voir des gens qui sont authentiques, qui ont un peu réfléchi un petit peu à leurs forces, leurs faiblesses, qui savent à peu près ce qu'ils aiment le moins, et puis des gens qui savent aussi pourquoi ils viennent à Télécom École de Management, c'est-à-dire à minima ils ont lu la plaquette. D'accord, donc on se renseigne, mais on ne s'invente pas de toute pièce non, personnage. Ça absolument pas, absolument ça ne fait pas illusion une seconde. Ça ne fait pas illusion. Alors une autre question de Perdu, c'est son pseudo. Je ne sais pas exactement ce que je veux faire plus tard. Est-ce qu'il faut que j'évite de le dire lors de l'entretien? Pas de projet particulier. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que on peut contourner? Je ne parlerai pas simplement pour Télécom École de Management, mais plus largement pour les autres concours. Je pense qu'on est tous pareils. On aime bien que l'étudiant arrive en se disant, voilà, en ayant des projets. Maintenant, si on n'a pas de projet, il vaut mieux tout simplement l'avouer. Mais être capable de dire, encore une fois, et ça c'est un conseil que je donne aux étudiants, lisez bien les plaquettes avec ce qu'elles ont de fort dans leur communication des différentes écoles, à minima dire ce qui attire dans l'école, même si après on fait complètement autre chose parce qu'on a découvert autre chose. Être capable de dire ce qui vous attire dans telle école, pourquoi vous venez aujourd'hui à cet endroit précis. Oui, on n'est pas là par hasard, quoi. Voilà. D'accord. Parce que, effectivement, le projet professionnel, on n'en a pas, c'est pas grave. Par contre, quand on vient par hasard et qu'on ne connaît même pas l'école dans laquelle on est, c'est rédhibitoire. Parce que ne pas avoir de projet professionnel à cet âge-là, c'est pas non plus très étonnant. C'est pas dramatique. On le comprend tout à fait. On le comprend tout à fait. Ou en tout cas, pas quelque chose de très abouti. C'est pas, ça passe. Alors, une nouvelle question toujours sur les critères qui inquiètent beaucoup les internautes. Question de MT. Comment arrivez-vous à juger une personne en 30 minutes? Quels sont vos critères de sélection sur cette épreuve?
Alors, comment vous dire, juger quelqu'un en 30 minutes, d'abord, ce n'est pas un jugement. On est là pour voir si la personne partage les valeurs de l'école, les valeurs de l'école qui s'inscrivent dans la responsabilité, la recherche de l'excellence, l'audace, l'ouverture. Et on est là pour voir si effectivement l'étudiant qui est là, un jour pourra être porteur de ces valeurs. Ça, c'est très important. Et puis, effectivement, on veut voir aussi, on veut sentir si la personne peut s'intégrer de façon fluide dans notre promo, dans notre particularité aussi d'écoles proches, des écoles d'ingénieurs, proches de la technologie. Donc ça, ce sont des choses qui, en 30 minutes, se voient rapidement. Hein. D'accord. Mais ce n'est pas du tout un jugement que les candidats se tranquillisent. Le but n'est pas de les... N'est pas de juger. N'est pas de juger, c'est d'essayer de voir s'ils vont s'intégrer dans le projet de l'école. Alors, question de maths, toujours sur les critères, sur ce que vous regardez pendant les oraux. Est-ce que vous regardez les résultats de l'écrit et que vous en parlez durant l'oral? Absolument pas. Nous avons des candidats dont on ne connaît que le nom. C'est-à-dire que nous avons d'abord les écrits, il y a les écrits, ensuite il y a un jury qui se regroupe avec des numéros de candidats, il n'y a pas de nom et des résultats. À partir de là, on déclare les barres d'admissibilité, et on reçoit les étudiants avec juste leur nom, leur prénom, sans aucune idée de ce que leur performance à l'écrit a donné. On se doute bien qu'ils n'ont pas été si mauvais que ça puisqu'ils ont passé la barre, mais on ne sait pas si c'était parmi les entre premiers. Entre le premier admissible et le dernier admissible, on n'a aucune différence. Pas d'indication. Il y a des cas extraordinaires de remontée de rang de candidat parce que la personne a été convaincante, c'est un peu faiblard en maths ou un peu faiblard en anglais, mais par contre une motivation certaine, et là ça a très très bien fonctionné. Donc tout est possible. À partir du moment où on est là, absolument, tout est possible. Alors une question qui va être pour vous, je pense Antoine, de Bino. Est-ce que l'étudiant, donc c'est vous, s'était préparé aux oraux grâce aux vidéos dispo sur le site Passerelle? Est-ce que vous aviez regardé un peu tout ça? Alors oui, pour préparer les oraux des concours Passerelle, ce que j'ai fait, donc j'ai regardé les vidéos des écoles qui m'intéressaient, donc les écoles qu'il y a sur le site Passerelle et aussi à chaque fois sur les sites des écoles. Et c'est surtout pour moi le plus important, c'est faire un travail sur soi-même. Il y a plein de bouquins qui en parlent, qui permettent justement d'apprendre à appréhender cet oral et pour en tirer le meilleur possible. Et du coup, il faut vraiment, les oraux, c'est vraiment une phase qu'il faut préparer. Parce que comme on a dit, il n'y a que 30 minutes pour montrer qu'on est motivé. Donc il faut savoir ce que l'école fait, qu'est-ce qui nous intéresse dans l'école, et même si on n'a pas de projet, s'imaginer comment on va pouvoir tirer au mieux ce que l'école a à nous proposer. Et notamment pour moi, avec Télécom, c'était le fait que j'étais vraiment très intéressé par cet axe nouvelle technologie et ce mélange avec les ingénieurs. Donc j'avais regardé la vidéo et j'avais regardé un petit peu tout ce qui se faisait, les cours en commun, j'avais regardé les matières qu'on avait, en quoi ça consistait, etc. D'accord. Donc vous étiez bien préparé. Oui, il faut bien se préparer. Question de William. Que faisons-nous la première année dans le concret? Je vais laisser Antoine s'exprimer, puisque c'est lui qui le vit. Vous êtes en plein dedans, voilà. Donc qu'est-ce que vous faites? Dans le concret, en fait, comme on est mélangé entre les étudiants qui font le concours Passerelle, les étudiants qui font la BCE, donc le concours prépa, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une remise à niveau. On recommence tous les cours à zéro, donc ça va être un espèce d'énorme tronc commun. On va avoir de la compta, on va avoir du droit, on va avoir du marketing, on va avoir de la communication, on va avoir des nouvelles technologies. Donc là, c'est le tronc commun de première année et c'est uniquement à partir de la deuxième année qu'on va commencer à vraiment se spécialiser. Et alors le gros avantage avec cette première année, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai vraiment aimé intégrer en Passerelle 1 et plutôt qu'en Passerelle 2, c'est le fait que du coup on refait un tronc commun, donc on commence toutes les matières à zéro et on a du temps pour s'investir dans les associations. D'accord. Et c'est un énorme point fort de Télécom. Et par exemple, à Télécom, je sais que chaque étudiant a au moins 2 ou 3 associations dans lesquelles ils s'épanouissent complètement. Et voilà. D'accord, je pense qu'on aura l'occasion de revenir un peu plus tard sur la vie associative. Mais dans l'immédiat, on répond à Kevin75 qui voudrait savoir s'il y a des opportunités d'entrepreneuriat via la présence d'incubateurs. Absolument. Télécom École de Management a la chance de pouvoir s'appuyer sur le 4e incubateur de France qui a incubé en 10 ans 150 entreprises et pour créer quelque chose comme 4000 emplois. Donc c'est juste magnifique et nous sommes effectivement dans notre mission, nous avons la mission de former des managers mais aussi des entrepreneurs innovants
Et nous avons tout un parcours fléché avec une majeure entrepreneuriat en dernière année. Nous avons ce qu'on appelle le challenge projet entreprendre en deuxième année, où des équipes mixtes ingénieurs-managers, ça c'est extrêmement intéressant, travaillent sur la conception d'un projet, d'un produit, de nouvelles technologies. Et donc ça c'est effectivement très intéressant. Et là où je suis extrêmement fière, c'est qu'une de nos équipes gagnantes du challenge il y a 2 ans est partie aux États-Unis à l'incubateur de Virginia Tech, donc là où nous avons un campus, et a gagné le concours mondial d'entrepreneuriat. D'accord, ah oui, donc vous pouvez être fière, oui, effectivement. Oui. D'accord. Alors, comment se déroule la formation en alternance dans votre école? L'école nous aide-t-elle à trouver une entreprise? C'est une question d'Annika, 1992. Tout à fait. Alors, à Télécom École de Management, l'apprentissage peut commencer dès la 2e année du programme Grande École, donc au niveau M1, puisque l'année de tronc commun est extrêmement lourde et il faut effectivement, puisque à part toutes les matières basiques d'une école de management, nous avons aussi les cours de nouvelles technologies. Donc, on commence l'apprentissage à partir de la 2e année. Et il peut se faire soit 2e et 3e année, soit simplement la 3e année. Il faut savoir que nous avons à l'heure actuelle un service qui s'occupe essentiellement, enfin uniquement des apprentis, et que nous avons cette année enregistré plus d'offres d'apprentissage que nous n'avions d'apprentis. Très bien. Alors une nouvelle question de Sydney. On peut partir à l'étranger au bout de combien de temps? On peut partir à l'étranger dès la 2e année. On peut partir à l'étranger dès la 2e année, en général au 2e semestre de la 2e année. Mais on peut aussi partir dans l'année de césure internationale. On peut y partir pour faire sa 3e année, on peut y partir pour faire un double diplôme. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut absolument avoir fait au minimum un semestre à l'international pour être diplômé. Mais l'expérience internationale peut s'étendre jusqu'à 33 mois. D'accord. Alors, question de Halfpipe. Est-ce que les bachelors sont mis de côté à thème, comme c'est le cas dans d'autres écoles? Sont mis de côté? Non, je ne crois pas. Alors pas du tout. Justement, les bachelors, c'est quelque chose d'assez récent, mais ils sont de mieux en mieux intégrés. Et notamment dans les associations, où là, ils sont en train d'en créer une nouvelle. Et ce qui fait que les bachelors, ils prennent de plus en plus d'importance. Et après, sur la vie associative, parce que nous, du coup, on se côtoie tous, on est tout le temps ensemble sur le campus. Et on fait pas du tout la distinction entre qui est bachelor ou qui est du PGE. Donc, je dirais pas du tout. On est vraiment tous au même niveau et on s'entend super bien avec eux et je pense que c'est réciproque. Très bien. Question de Sarah. Bonjour, si nous sommes entrepreneurs, est-ce que Télécom Management offre la possibilité de nous accompagner dans le développement de notre projet? Tout à fait. Il y a effectivement de la place dans l'incubateur pour les étudiants qui le souhaitent. Il y a le parcours Pépite pour les entrepreneurs qui est mis en place à l'école. Donc, au contraire, les entrepreneurs sont les bienvenus. C'est quelque chose qui est favorisé, qui est encouragé. Ah oui, complètement. Alors, quel est le master qui offre le plus de débouchés? C'est une question de Mo Maurice. C'est une bonne question. S'il y en a un qui non, sort justement, du lot par rapport aux autres, peut-être pas. D'ailleurs, ce n'est pas un master, hein, c'est une voie dans le programme Grande École, puisque c'est un diplôme commun, quelle que soit la voie de la majeure choisie. Je dirais que moi, je suis très contente des débouchés des étudiants, puisque 67% d'entre eux trouvent leur job avant même de quitter l'école, pour un salaire moyen de 40 000 € par an, ce qui est tout à fait raisonnable. Et je n'ai pas, à ma connaissance, une de mes majeures qui marche moins bien qu'une autre. D'accord. Donc c'est assez égalitaire. Tout à fait. Une nouvelle question Twitter de Florent. Pouvez-vous m'expliquer les différences majeures entre ingénierie des SI, conseil et mana SI et audit SI? Donc les intitulés de toutes les majeures. Voilà, donc effectivement, il y a l'audit et le conseil et management se ressemblent. La différence, c'est que l'une est faite sur un format 6 mois de majeur et 6 mois de stage, et l'autre, en fait, c'est de l'apprentissage. Et puis l'ingénierie, là, c'est plus sur la conception même du système d'information. D'accord. Alors, vous avez mentionné le salaire, donc un internaute rebondit là-dessus, c'est PFC 78. À quoi correspond le salaire 40 436 par an que vous mentionnez sur la présentation? C'est le salaire minimal, moyen, net, brut? C'est le salaire moyen. C'est le salaire moyen, effectivement, de nos jeunes diplômés. À la sortie? À la sortie, oui, absolument. Premier salaire d'embauche? Premier salaire, le salaire d'embauche tout de suite. D'accord.
Alors, question d'Adrien pour Antoine. Ton intégration s'est-elle bien passée dans le campus? Qu'est-ce qui te plaît le plus et le moins? Alors, mon intégration s'est super bien passée dans le campus. En fait, ce qui se passe quand on arrive, c'est qu'on a déjà une semaine d'intégration. On a plein d'activités sportives qui sont mises en place par les étudiants qui rentrent, eux, en deuxième année. Ce qui fait que j'avais un peu cette appréhension au début de me retrouver seul sur un campus où on ne connaît personne. Et au final, au bout de 2 jours, on s'est fait des super potes. Donc ça, c'est vraiment top. Maintenant, ce qui me plaît le plus sur le campus, pour moi, c'est vraiment les assos. Oui. C'est là où on développe son réseau et où on se fait les meilleurs amis. Et ce qui me plaît le moins... Si quelque chose vous plaît moins. Après. Bah, je vais essayer de trouver quelque chose, mais... Si, ce qui me plaît le moins, c'est que on avait, au début de l'année, en fait, on est situé à quelque chose comme 10 minutes à pied du centre commercial. Et comme j'ai pas de voiture, il fallait que j'aille faire mes courses directement au centre commercial à pied. Donc ça, c'est un peu ce qui me plaisait le moins au début. Mais c'est vraiment... Et maintenant, en fait, on a un service qui nous livre directement sur le campus. Donc il n'y a plus rien qui ne vous plaît pas? Non, pour l'instant, ça rend bien. D'accord. Alors, on reste sur les assos dont vous avez un peu parlé avec une question de Vanessa. Au niveau des assos, le budget est-il suffisant pour réaliser d'importants événements? Qui parle? Oui, oui, ça dépend Alors oui, le budget est suffisamment important des assos parce que les assos sont... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Télécom, les assos sont hyper importantes. On a vraiment des projets qui nous tiennent à cœur. Et en fonction de l'asso, donc les budgets vont être différents selon l'asso. Et c'est l'asso qui va traiter les budgets. Par exemple, Sprint, la junior entreprise de l'école, qui est l'asso la plus sérieuse, on va dire, de l'école, et qui traite justement avec des professionnels, n'aura pas le même budget que le BDE, ou n'aura pas le même budget que le bureau des sports. Mais de manière générale, je ne connais pas toutes les assos par cœur, mais je sais par exemple qu'il y a des assos qui travaillent sur des projets humanitaires au Nicaragua. Et comme ils arrivent à leur fin, je suppose qu'ils ont le budget nécessaire pour le faire. Et vous voyez de gros événements se monter? Vous voyez qu'il se passe des choses d'envergure? Complètement. Par exemple, à titre d'exemple, on a le Forum des télécommunications, qui est un événement... alors, je ne fais pas partie de l'asso. L'asso, elle s'appelle Forum. C'est vraiment leur projet de l'année, c'est d'organiser ce forum. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais en gros, pour expliquer aux étudiants qui nous écoutent, c'est un forum qui a lieu sur Paris et qui met en relation... Au parc des expositions de la Porte de Versailles, donc un hall à la Porte de Versailles. Il y a plus de 6000 visiteurs et pour plus d'une centaine d'entreprises présentes, c'est organisé par l'association Forum. C'est vraiment... faut se rendre compte, il faut aller dans le forum pour se rendre compte du travail qu'ils ont fait en amont, c'est assez incroyable. Et ça montre qu'à Télécom, avec les assos, on peut faire de très grandes choses. La seule limite, c'est nous, en fait. C'est les limites qu'on s'impose nous-mêmes. D'accord. Et tous les ans, à l'Agora d'Evry, donc au Théâtre National de l'Agora, nous avons la comédie musicale de Télécom École de Management. D'accord. À laquelle vous participez? Non. Il faut savoir chanter un petit peu. Il faut savoir chanter. Alors, question de Sophie. J'aurais aimé savoir ce que vous entendez par soin particulier à l'usage des nouvelles technologies. C'est dans vos brochures. Concrètement, ça veut dire quoi? Et est-ce que ça se ressent dans la formation? Vous l'avez un petit peu dit déjà. J'en ai déjà un peu parlé au début. Soin particulier aux nouvelles technologies, c'est vis-à-vis des cours qu'on va avoir. On va avoir des cours, bien sûr, on aura le tronc commun comme toutes les écoles. Donc tronc commun avec la compta, finance, etc. Et à côté de ça, on aura des cours spécifiques à TEM qui seront des cours, alors par exemple en tête, j'ai réseau de télécommunications ou alors société et technologie de l'information, qui sont des cours vraiment propres à Télécom. Et l'avantage qu'on a, c'est que comme on est à côté d'une école d'ingénieurs, les profs qui nous dispensent ces cours sont des profs, pour la plupart, qui viennent de l'école d'ingénieurs, ou alors on a même, je me souviens par exemple pour... STI, donc Société et Technologie de l'Information, la prof qui nous dispense ce cours, c'est une personne qui vient d'ouvrir une chaire, justement en rapport avec les nouvelles technologies. Donc c'est vraiment, c'est là-dessus qu'on porte vraiment une attention aux nouvelles technologies. On a des gens très qualifiés qui vont nous donner ce goût des nouvelles technologies et nous montrer et nous expliquer en fin de compte pourquoi c'est une chance pour nous d'être à Télécom et pourquoi c'est une chance pour nous d'étudier ces cours dans le monde dans lequel on vit. D'accord, donc il y a une vraie, une vraie plus-value dans cette école. Ce n'est pas juste une phrase dans la brochure. Complètement. Après, j'essaie de ne pas faire peur aux étudiants et de ne pas leur dire que s'ils n'aiment pas une nouvelle technologie, il ne faut pas qu'ils viennent en fait. Et si je puis me permettre, alors, en termes de plus-value, il y a une vraie plus-value concrète pour l'étudiant qui vient. Il faut qu'il soit un peu bon en maths.
un peu bon en maths. D'accord, plus Et matheux que non, attendez, je termine. Le bon en maths, parce que j'en ai qui ne sont pas bons en maths, ça marche aussi. Hein. Mais le bon en maths peut prétendre à un double diplôme avec Télécom Sud Paris, avec les mines d'Alès et avec, oh mon Dieu, Télécom Nancy. Donc effectivement, et on ne demande pas qu'ils aient fait une maths sup, maths spé. Il faut effectivement qu'ils aient un petit peu le goût des maths, mais moyennant quoi, on peut effectivement les envoyer dans nos écoles partenaires pour obtenir un double diplôme d'ingénieur, ce qui est assez rare. D'accord. Donc un esprit un peu mathématique, mais pas, peut permettre de prétendre à ces doubles diplômes. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe dans votre école une formation en master achat qui soit possible en alternance dès le M1 ? C'est une question de Pierre. On ne va pas se voiler la face et on va être honnête en disant non. Non. D'accord, c'est clair. Donc on passe à une question Twitter posée par Florent. Y a-t-il des cours en commun avec TSP ? Absolument. Alors, comme vous voulez. Moi, je citerai les cours de langue, où effectivement, qui sont communs. Les cours de sciences humaines également, là où on n'a pas besoin de matière extrêmement technique, parce que c'est vrai qu'en termes de nouvelles technologies, l'ingénieur va aller beaucoup plus profondément dans la chose que nous. Donc on ne va pas mettre ces gens-là ensemble. Par contre, dans des cours de réflexion, dans des cours de philosophie, dans des cours de développement durable, des choses comme ça, effectivement, on peut se permettre cette mixité qui est extrêmement intéressante. Et puis, ils ont surtout des projets communs. Ils ont la semaine de l'innovation en commun, ils ont le challenge projet entreprendre en commun. Et puis, en troisième année, il y a la moitié de nos majeurs sont des majeurs communes, ingénieurs, managers. Donc oui, la proximité de l'ingénieur est vraiment évidente à tous les échelons. D'accord. Alors, une question d'audacieuse. Le double diplôme d'ingénieur à partir de manager ne demande pas d'avoir fait une formation spécifique avant de rentrer à l'école ? Non, il faut simplement avoir des bases en mathématiques. C'est-à-dire qu'il est ouvert, pour être très, très sincère, il est ouvert aux gens qui ont eu un bac S. Alors, question d'Olivier. Est-ce que c'est encore possible de se rendre à une journée porte ouverte ? Les journées portes ouvertes, malheureusement, sont passées. En revanche, on sera ravis de lui donner de l'information s'il s'adresse à notre service communication. D'accord. Alors, on est à la mi-temps de ce live, donc on va faire une petite pause dans le jeu des questions-réponses. Juste le temps de regarder un témoignage, celui d'Audrey Imbert, qui est étudiante dans cette école, que nous avons rencontrée, interviewée, et qui va non seulement nous parler de son école, mais encore mieux, nous la montrer. Donc on la regarde, on l'écoute et on se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Audrey et je suis étudiante à Télécom École de Management en première année au programme Grande École. Le cursus à Télécom École de Management prépare à plusieurs types de carrières. Beaucoup de personnes vont dans les secteurs de l'audit et du conseil et également des télécommunications. Mais après, on propose également des secteurs comme les autres écoles de commerce, donc la finance, la communication, le marketing, etc. J'ai choisi cette école parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur aux oraux. Avant les oraux, je ne connaissais pas spécialement Télécom. Et en fait, en venant ici, j'ai découvert déjà que le campus était partagé avec des ingénieurs. Et donc, on partage notamment les associations. Et c'est très, très enrichissant de travailler comme ça, ingénieurs et managers mélangés. Et ensuite, j'ai également aimé le fait que l'école propose des cours qui vont des sciences humaines, donc c'est plus de la philosophie, un aspect culturel en fait, et jusqu'à la programmation informatique, donc ça donne un large panel de connaissances et là encore c'est super enrichissant. Le point fort de Télécom École de Management, selon moi, c'est déjà la valeur ajoutée, parce que c'est une école qui a des frais de scolarité peu élevés par rapport aux autres écoles de commerce, et les salaires de sortie sont très élevés, donc c'est vraiment une valeur ajoutée, une très très bonne valeur ajoutée. Et en plus de ça, là encore, le mélange avec les ingénieurs, c'est vraiment un plus sur un CV lors des entretiens. Et pour soi, c'est super enrichissant et c'est la seule école de commerce en France qui propose ça. Au niveau de mes associations, je suis chef de projet à Sprint, la junior entreprise de l'école. Donc là, c'est un côté très professionnalisant. Je gère des missions et sur un CV, c'est vraiment bien vu. Et ensuite, je suis également présidente de Promo de Tel, l'association de promotion de Télécom École de Management et de l'école d'ingénieurs sur le même campus. J'aimerais vous faire découvrir le local d'une de mes associations, donc Promo de Tel.
C'est vraiment un lieu où on se retrouve pour faire des réunions, parfois on se retrouve juste pour parler, pour discuter, pour finalement créer cet esprit d'équipe au sein de l'association. Et c'est vraiment un lieu de vie qui me tient à cœur dans l'école. Alors nous revoilà sur le plateau avec toujours Aline et Antoine. Et une nouvelle question de Jonathan 21. Vous venez de parler de double diplôme. Est-ce qu'un étudiant en licence mathématiques peut y accéder et comment cela se passe-t-il ? Ah oui, licence mathématiques, oui, bien sûr. Donc, comment ça se passe ? Tout simplement, on va demander à l'étudiant en licence qui est intégré de faire 2 années chez nous, la première et la deuxième année du programme, de réussir bien évidemment ces 2 années. Et ensuite, il part pour 2 ans dans l'école d'ingénieurs partenaires. Donc, moyennant une année supplémentaire, eh bien, il obtient les 2 diplômes. D'accord, alors question de Clara. En m'informant, j'ai pu constater l'existence d'un partenariat avec Paris Dauphine. Qu'en est-il vraiment ? Alors, ce qu'il en est, donc nous avions un partenariat historique qui n'existe plus, qui était basé sur les 2 premières années du programme. Ce partenariat n'existe plus. Par contre, nous avons régulièrement, tous les ans, nous sommes en contact avec les directeurs de Master 2 à Dauphine qui nous prennent tous les ans un certain nombre d'étudiants que Télécom École de Management sélectionne et pour lesquels nous envoyons les candidatures à ces responsables de Master 2 et qui sont à ce moment-là acceptés. Alors, avoir un double diplôme ingénieur et manager facilite-t-il réellement l'insertion professionnelle ? Question de Majid 37. Je pense que dans l'état actuel du monde et de la recherche des entreprises pour l'excellence et la diversité, c'est véritablement quelque chose qui est très important parce que nous avons beaucoup de jeunes managers qui sortent de bonnes écoles en France, beaucoup de jeunes ingénieurs qui sortent de bonnes écoles en France. Par contre, l'élève qui aura cette double compétence aura effectivement énormément de plus-value. Je le vois déjà par rapport à nos étudiants qui sont managers. Le fait de vivre au quotidien avec des ingénieurs, de partager les associations, de partager les cours, de partager des projets, d'avoir cette double culture scientifique, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important pour l'entreprise. Alors si en plus on peut garantir un double diplôme avec une école d'ingénieur, c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant. Alors une question pour Antoine de Tristan. Quel est le point fort du campus par rapport aux autres ? Alors pour moi, le point fort du campus, et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu directement, c'est qu'on a un campus un peu à l'américaine. Ouais. Alors je vais développer, c'est qu'on a tout sur le campus. On a vraiment tout sur le campus et on a un campus qui est gigantesque. En gros, on va avoir notre salle où on fait les soirées, donc on appelle le foyer associatif. Avec dessus, donc à côté de cette salle, on va avoir les différentes salles pour les assos. Donc chaque asso a son local réservé. Ensuite, on va avoir tous les terrains de sport, on va avoir tous les locaux sportifs avec notamment il y a un gymnase avec donc terrain de basket, terrain de badminton, terrain de volley, on a un terrain de beach volley, on a une salle de muscu. Et ensuite, donc on va avoir les cours de tennis aussi, que j'ai oublié. Et ensuite, on va avoir tous les logements sur le campus. Et ce qui fait que le fait d'avoir un campus un peu à l'américaine comme ça fait, et moi c'est ce qui me plaît énormément à Télécom, c'est qu'on est tout le temps avec ses amis en fait. On n'est jamais seul, on se retrouve jamais seul, on n'a jamais un moment où on peut s'ennuyer ou quoi que ce soit parce qu'on sait qu'on est toujours tout près de ses amis et donc si on veut sortir, il suffit juste de sortir de chez soi, on fait 100 mètres et puis on est directement chez ses amis. Et c'est finalement assez rare, peu d'écoles ont ce système de campus intégré. Parce qu'aujourd'hui les écoles sont de plus en plus grandes, ce qui fait que les bâtiments ils sont de plus en plus excentrés du centre-ville et du coup les étudiants ils se retrouvent un petit peu dispatchés et après ils se retrouvent que sur le campus. Alors que nous on est... c'est un peu bizarre à dire, mais en fait, on vit H24 ensemble. Et ça fait que ça crée des liens qui sont... On sait qu'il y a des amis qu'on a rencontrés à Télécom qui resteront nos amis toute la vie. C'est assez incroyable. Très bien. Alors, une question de Calib qui revient aux entretiens de motivation. Mon CV n'est pas très rempli. Qu'est-ce que je peux mettre en avant pendant l'entretien de motivation ? Alors, le CV pas très rempli, c'est pas très grave. Les étudiants de prépa, ils ont un CV vide, par exemple. On les prend quand même. Ils sont jeunes en même temps. Voilà, donc c'est un petit peu normal. Non, simplement, il va falloir plutôt mettre en avant ses projets, sur ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a pu faire autrement dans ses loisirs, dans ses voyages. Nous donner envie de le connaître, en fait. Oui, on a forcément quelque chose à raconter. On a tous quelque chose à raconter.
D'accord. Alors, question pour Antoine, de Magali. Est-ce que tu avais déjà un projet un peu précis avant d'entrer à l'école? Et si oui, est-ce que celui-ci a évolué depuis? Alors justement, c'est intéressant qu'on me demande ça, parce que quand je suis venu au Zoro, j'avais comme projet, l'entrepreneuriat, c'était le projet que j'avais, c'était ce qui m'intéressait énormément. Et en fait, quand je suis arrivé dans l'école, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres matières que je ne connaissais pas forcément, et pour lesquelles j'ai vraiment un intérêt qui est venu. Et du coup, c'est vrai qu'au sein de l'école, j'ai un peu perdu cet esprit entrepreneurial. Et à côté de ça, j'ai trouvé d'autres intérêts dans d'autres matières, notamment le conseil et l'audit, où je pense maintenant vraiment m'orienter vers cette branche-là. Et je pense que c'est sûrement ce qui risque de lui arriver. À mon avis, elle doit peut-être avoir un projet en tête. Et justement, avec ce tronc commun, on se rend compte qu'il y a plein d'autres matières qu'on ne connaît pas forcément. Moi, j'avais aucune idée de ce que c'était que l'audit ou le conseil. Et quand on commence à faire un petit peu des cours, quand on commence à avoir des cours, on rencontre des professionnels qui ont travaillé dedans, etc., notre projet il évolue et ça nous amène sur d'autres voies. Et c'est ce qui m'est arrivé à Télécom. D'accord. Il évolue, il peut se préciser aussi. Oui, il peut se préciser, dans tous les cas, les choses bougent, quoi. Alors, combien de temps dure l'oral d'anglais? Question de Downtown. Alors là, là c'est une petite colle. J'avoue que. Est-ce que c'est 20 minutes? Je pense que c'est 20 minutes. À voir, je pense que c'est 20 minutes. Mais D'accord. je vais pas. A priori, c'est 20 minutes. On va dire une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers dans votre école? Question de Stéphiore. Oh oui, on a quand même pas mal d'étudiants étrangers dans les programmes. Déjà, ceux qui viennent dans le MBA, ceux qui viennent dans les masters spécialisés, ceux qui viennent dans les Masters of Science, ceux qui viennent dans le doctorat, parce qu'on a un doctorat aussi. Donc effectivement, sont étrangers, ça fait pas mal de monde. Et puis dans notre programme, donc le programme Grande École, nous avons ce qu'on appelle l'English Track, donc qui est ouverte, le parcours en anglais qui est ouvert dès la 2e année, où on a tous les ans une bonne centaine, ou plus que ça, entre le premier semestre et le 2e semestre, quelque chose comme 100-150 étudiants étrangers qui viennent partager les cours et puis et les activités avec nos étudiants dans cette English Track. D'accord, alors question très pratique de Anita. Combien de temps de transport faut-il pour aller de Paris à Évry? Je dirais en RER, on est de Châtelet exactement à 35 minutes. D'accord. C'est ça. Châtelet qui est le cœur, le centre. Et après, pour être vraiment précis, une fois qu'on sort du RER à la gare, donc Évry-Courcouronnes, pour aller jusqu'à l'école, on met 10 minutes. Donc vraiment, en gros maximum, 45 minutes. On 45 fait, minutes au école, cœur de Paris. Oui. Et ça a finalement des avantages, tout ça, parce que je dirais que nos étudiants ont un peu le meilleur des deux mondes, dans la mesure où ils sont sur un campus tous ensemble, un peu verdoyant, il y a une butte au lapin, il y a des barbecues dehors, il y a plein de choses à faire. Il y a la Seine qui passe avec le club nautique, les sports équestres qu'offre la ville d'Évry, etc. Donc un petit côté un peu campagne, tout en étant à 35 minutes de Paris, Paris où sont les grands centres d'entreprise. Pour trouver les stages et le premier emploi, c'est absolument magnifique. Donc finalement, je pense que c'est un bon compromis. D'accord. Alors, combien d'heures de cours en moyenne en première année et est-il envisageable d'avoir un petit job à côté d'une dizaine d'heures par semaine? Question de Léo. Alors, combien d'heures de cours exactement? Ça diffère. Je ne vais pas lui donner un chiffre exact parce qu'en réalité, je sais pas exactement. Je pense qu'on doit tourner, on doit sûrement être à 30 heures de cours par semaine au début de l'année. Maintenant, Léo, tu auras largement le temps d'avoir un petit job à côté dans la mesure où déjà tu peux le faire le soir. Oui. Et à côté de ça, le jeudi après-midi, c'est réservé aux associations. Et du coup, tu peux bosser tous les jeudis après-midi. Et on n'a jamais de cours le samedi. Et on n'a jamais cours le samedi. D'accord. Donc ça laisse quand même un petit peu Oui, il y a beaucoup d'étudiants qui font un petit job à côté. D'accord. Alors vous avez déjà un petit peu répondu, mais la question suivante de Greg, c'était entre les cours, le stage, etc. A-t-on vraiment le temps de s'investir dans plusieurs associations? On a bien compris que oui. Oui, complètement. Oui. Du coup, en fait, donc voilà, il y a le jeudi qui est réservé exprès pour pouvoir s'investir. Donc ça fait que tous les jeudis, il va se retrouver, s'il a envie de s'investir, par exemple, à la junior entreprise de l'école, tous les jeudis, il pourra bosser à la junior entreprise de l'école. Et après, l'avantage, c'est que comme on a des locaux qui sont réservés et qui sont directement sur le campus, en fin de compte, quand on finit les cours, on peut directement aller bosser pour nos assos. Et c'est pas quelque chose parce que là, il doit être en train de se dire que ça va prendre énormément de temps, mais c'est pas une contrainte du tout dans la mesure où c'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on mène. Donc,
Au final, quand on quitte les cours, on va au local et puis on bosse sur notre projet. Donc oui, il y a largement le temps pour les assos, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, une nouvelle question sur le campus de Béthencourt. Est-il possible de réserver un logement étudiant sur le campus dès cet été? Est-ce qu'il y a beaucoup de places disponibles? Alors nous avons pour politique de loger tous nos primo-entrants. Les étudiants qui sont pour la première fois sur la ville d'Évry sont tous prioritaires. Et après, certains restent qui sont dans les associations. D'autres préfèrent trouver des appartements grands comme il y a à Évry en colocation, c'est des choses comme ça. Mais oui, effectivement, les primo-entrants sont prioritaires pour l'attribution d'un appartement dès l'été. D'accord, donc ils sont sûrs d'avoir une place. Voilà, à un prix tout à fait raisonnable pour la région parisienne, puisque nous sommes à 397 € le prix de base, auquel peuvent s'ajouter bien sûr des APL. D'accord. Alors, qu'est-ce qui différencie votre école des autres? Quelles sont vos 3 qualités? Question de Lucille. Vous avez dit beaucoup de choses déjà. Alors, moi je dirais public. Ouais. Public. Proche des ingénieurs, qui forment des managers et des entrepreneurs innovants, capables de mener l'entreprise dans la transition numérique, économique, écologique. Je pense que c'est ça. Ouais. Antoine? Si je dois en donner 3 aussi, je dirais le côté qu'on a justement avec les cours en plus des autres écoles où ça va être des cours tournés vers les nouvelles technologies. Alors ça, très important. Ensuite, le côté associatif, qui est hyper présent à Télécom, et c'est vraiment là qu'on fait son réseau, qu'on se fait les vrais amis, qu'on passe le plus de temps. Et je finirai avec le campus à l'américaine, parce que du coup, on est tout le temps ensemble, et ça fait qu'il y a vraiment un lien particulier entre les étudiants de Télécom. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de faire partie de cette grande famille. Et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à venir passer les euros pour se rendre compte de ce que je veux dire quand je dis campus à l'américaine. D'accord. Alors, le live touche à sa fin, donc je vous propose dans les dernières minutes de changer un petit peu la règle du jeu. Donc à partir de maintenant, c'est questions courtes, réponses courtes, chacun votre tour, un peu du tac au tac, façon boîte à questions dans les minutes qui nous restent avant de conclure. Ok. Alors on y va. Première question, ce sera pour vous, Aline. Citez 2 entreprises partenaires de l'école parmi les plus attractives de la région. TF1, Orange, que 2? Si vous en avez plus, allez-y. Mais... je ne sais pas, Société Générale, Deloitte, KPMG. On a la chance d'être proche de toutes les grandes boîtes, en fait. D'accord. Antoine, quel est le lieu qui te paraît le plus sympa pour décompresser après une journée de cours? Les terrains de sport sur le campus. Aline, citez 2 raisons de choisir Télécom, école de management. 2, c'est pas assez. Alors, commencez par 2 et puis on verra si vous pouvez en dire plus. Effectivement, ces nouvelles technologies associées au management et puis la proximité avec l'école d'ingénieurs. Antoine, 2 raisons de venir dans la région? Du coup, la proximité avec Paris. Et cette proximité la deuxième raison sera cette proximité qui nous permet d'avoir toutes les grandes entreprises juste à côté, donc pour les stages et pour les embauches à la sortie, c'est une opportunité incroyable. Eh bien, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Le temps qui nous était imparti s'est écoulé. Donc, merci beaucoup à tous les 2. Un petit mot de conclusion, peut-être, avant qu'on se quitte. On sera heureux d'accueillir les étudiants passerelles dans nos locaux pour les euros. Et un peu pareil, avec l'équipe des admisseurs, on a hâte de venir vous aider à faire votre choix. Eh bien, merci beaucoup. Et pour les internautes, le Campus Tour continue demain, direction 3, avec le groupe ESC3.